Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Notre invité du jour s'appelle Monsieur Kama Sior Kamanda. Nous allons parler de son livre « On n'attrape pas un lézard par la queue ». Bonjour à vous, Monsieur Kamanda. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, bienvenue. C'est encore un plaisir de vous revoir sur Parlons de livres. C'est toujours moi un qui plaisir. vous remercie pour votre attention à l'égard de mon travail d'écrivain. Je vous remercie. J'en profite aussi pour remercier toute votre équipe. Je suis très fier du travail que vous faites pour la littérature et pour faire connaître les écrivains mal connus ou inconnus. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Monsieur Kamanda, avant de parler de On n'attrape pas un lézard par la queue, je vais peut-être vous demander de vous présenter brièvement, dire aux auditeurs qui est Monsieur Kama Sior Kamanda. Je suis un écrivain congolais et je suis poète, dramaturge, nouvelliste, conteur et philosophe. J'ai écrit beaucoup de livres de poésie, beaucoup de livres de contes. Les contes, pourquoi? Pour faire rêver les hommes et les femmes du monde entier et surtout pour donner aux enfants du monde entier de nouveaux matériaux littéraires pour pouvoir enrichir leur imaginaire. Par exemple, nous avons connu dans la littérature des grands écrivains comme Hans Christian Andersen, Charles Perrault, les frères Grimm, qui, grâce à leurs contes, nous ont tous apporté beaucoup dans notre éducation et dans notre élévation spirituelle. Donc moi aussi, j'avais compris que les enfants africains avaient aussi besoin de modèles à eux, que les enfants noirs avaient aussi besoin de modèles à eux. Parce que quand moi j'étais enfant, j'ai lu beaucoup de contes d'Andersen, de Perrault, des Grimm, des Mille et une nuits. Mais de manière générale, on n'avait pas assez de modèles pour les enfants africains et encore moins pour les enfants noirs. Donc on avait des modèles des enfants blancs qui, eux, avaient tous ces matériaux littéraires à leur disposition pour leur évolution et pour aussi, surtout, leur éducation. Voilà la raison pour laquelle j'ai écrit mes contes. C'est pour aussi offrir aux enfants du monde un nouvel imaginaire avec de nouveaux héros. Parce que tout le monde connaissait Blanche-Neige, tout le monde connaissait la petite fille aux allumettes, tout le monde connaissait Ali Baba. Mais les héros légendaires africains, personne ne le connaissait, personne n'en parlait, personne n'écrivait sur eux. Donc je m'étais donné pour mission d'écrire un peu sur nos héros légendaires aussi, pour faire rêver les enfants africains aussi, leur faire comprendre qu'ils étaient aussi dans un monde où l'imaginaire était très important à l'éducation des jeunes. Et la poésie, c'est parce que nous savons tous que la poésie, c'est l'âme de l'amour. C'est la source du bien-être humain. Chaque être humain porte en soi les germes de la poésie. Et c'est ce qui nous permet de dire aux autres, je vous aime, je vous admire, et puis surtout d'avoir les vrais sentiments humains. Et on ne peut pas vivre sans sentiments humains. C'est pour ça que j'ai écrit de la poésie, pour pouvoir partager mes sentiments avec les autres. Et à côté de cela, j'ai écrit beaucoup de romans. Mes romans portent essentiellement sur le drame africain, les réalités africaines, les valeurs africaines. Et j'ai écrit des romans qui essayent de mettre en valeur l'homme et la femme africains dans leur univers, sans tricher, sans mentir. Dans mes œuvres, on retrouve toutes les Afriques, du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique centrale. Voilà la raison pour laquelle j'ai écrit des romans qui parlent de la vie au quotidien des hommes et des femmes sur le continent africain. Et par contre, j'ai écrit aussi des livres de philosophie. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais, moi qui ai fait de grandes études universitaires de par le monde, je n'avais jamais lu un seul texte des philosophes noirs. Jamais. Comme si la philosophie n'était qu'une affaire de blanc. Je n'avais jamais lu un seul texte qui soit crédible. Ce qui fait que, surtout que les Noirs eux-mêmes participaient à leur propre humiliation, à l'auto-humiliation. C'est les Noirs qui écrivaient des méchancetés dictées par leurs amis blancs pour humilier d'autres Noirs. Et c'est tout ce qu'on a vécu. Et des exemples précis. Nous sommes un continent où est née l'écriture, où est née la première civilisation humaine digne de ce nom qui est devenue aujourd'hui la civilisation universelle. Or, alors, comment pouvez-vous m'expliquer que chez nous en Afrique, nos enfants n'étudient pas les écrivains africains? Nos enfants n'ont pas des manuels scolaires écrits par leurs propres professeurs africains avec leurs propres réalités et valeurs pour pouvoir transmettre à leur descendance un savoir crédible et structuré. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qui m'ont entraîné à m'interroger sur
qu'est-ce qu'est la philosophie, qu'est-ce que la philosophie peut apporter à la pensée africaine et comment cette pensée africaine pourrait-elle s'exprimer à travers les livres. Et c'est comme ça que j'ai écrit beaucoup de livres sur de la philosophie, mais de vrais livres, pas où il y a eu quelqu'un pour sa religion qui est venu me dire que voilà, son Dieu était meilleur que le Dieu des Africains ou que sa religion était meilleure que la religion des Africains. Moi, je me suis écarté de tout ça. Tous ces jeux de manipulation où on a toujours voulu faire du noir l'esclave des autres, moi, je ne fais pas partie de ces schémas-là. Parce que c'est ces schémas-là qui ont amené l'Afrique aujourd'hui dans l'esclavage total, où l'Afrique a des présidents qui ne répondent pas aux désirs ni aux souhaits des peuples. Parce qu'ils sont toujours convaincus que le blanc est leur Dieu. Moi, non, chez moi, non. Le premier Dieu était africain. Il vient de chez nous, de Nubie, de l'Égypte. Donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire la philosophie pour remettre en question tout ce que l'on avait imposé aux Africains comme étant la pensée universelle. À commencer même par l'analyse même de ce qui est devenu aujourd'hui la mode en Afrique, chez tous les Noirs. Tout le monde se proclame de panafricanisme. Je leur ai démontré par A plus B, par écrit, que le panafricanisme était une bonne idée, certes, mais qu'elle a été pervertie par la France, qui l'a transformée en ce qu'on appelle aujourd'hui communément la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? C'est prendre les Africains en Afrique et les mettre aux Antilles pour coloniser les Antillais, les tirer vers l'esclavage et prendre les Antillais, les mettre parsemer dans tous les dans le pouvoir africain, dans toutes les institutions africaines pour abrutir les Africains. Et ça marche. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Dans toute l'Afrique, là, nous avons des Antillais, des Guyanais qui sont dans des postes de pouvoir. Mais pourquoi? Pour abrutir les Africains, pour leur dire que vous êtes des êtres inférieurs, pour leur dire que ce sont des esclaves de blancs. Et quand vous allez aux Antilles, ce sont les Africains qui jouent le même rôle. Alors moi, je me suis dit non, si c'est ça votre panafricanisme, je ne suis pas panafricaniste. Et c'est pour ça que c'est pour ça que la philosophie est capitale. Il faut se questionner, il faut poser de bonnes questions. Mais tous ceux qui se disent panafricanistes, dès que j'ai soulevé cette question-là, ils m'ont exclu, mais ils n'ont pas compris que ce n'est pas eux qui ont raison, c'est moi qui ai raison. Parce que le panafricanisme au départ était une bonne idée, que les Noirs du monde entier pouvaient s'unir, avoir un lobby noir universel pour défendre les intérêts des Noirs, où que ce soit sur cette terre. Malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les Occidentaux ont récupéré l'idée pour la transformer en ce qu'on appelle dans le monde francophone la France-Afrique. La France-Afrique, ce n'est autre chose que le panafricanisme appliqué aux Africains par leurs Occidentaux. Mais comme la plupart de nos intellectuels, ils ne lisent pas les auteurs africains, qui se battent pour les intérêts africains, parce qu'ils veulent passer sur des vidéos, ça fait beaucoup de vidéos, hein, ça produit des vidéos. Mais qu'est-ce que ça produit des vidéos des Africains? Tout le monde est panafricaniste là. Mais moi, je leur ai posé 3 questions à tous ces soi-disant panafricanistes. Ça fait des années que je leur ai dit, il nous faut un lobby, un Universal Black Lobby. Ça fait 30 ans, aucun d'entre eux ne m'a jamais répondu. Jusqu'aujourd'hui, madame, vous pouvez dire s'il y a un lobby universel noir pour défendre les intérêts des Noirs? Non. Mais c'est mon premier combat. Si c'est soi-disant panafricanistes, c'était vrai panafricanistes, ils auraient posé ce combat-là. Mais ce n'est pas le cas. Deuxièmement, j'avais prôné, j'ai défendu, je suis le premier Africain qui avait dit que sans l'autonomie financière, aucun homme, aucune femme ne peut être libre sur cette terre. Que les problèmes de l'esclavage du noir, c'est parce que les noirs n'ont pas encore acquis son indépendance financière. Qu'il était temps que les noirs aient des banques pour le noir, pour les investisseurs noirs, pour l'épargne des noirs. Ça fait des années, vous avez vu toutes mes vidéos, tous mes écrits étaient basés là-dessus. Mais jusqu'aujourd'hui, nous parlons 30 ans après. Citez-moi un seul pays africain qui a offert à son peuple l'autonomie financière. Un seul. 0. Citez-moi un seul pays au monde où un noir est au pouvoir et qu'il a pensé que la liberté de son peuple, que pour sortir le peuple noir de l'esclavage dans lequel le blanc l'a mis, qu'il lui fallait l'autonomie financière par les banques noires, dirigées par les noirs, pour leur donner du crédit, pour assurer un avenir à leurs enfants, une éducation à leurs enfants. Citez-moi un seul. 0. Voilà pourquoi. Voilà, l'homme que je suis, c'est ça. C'est l'homme qui porte ces combats-là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu naître donc un lobby universel noir. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu naître une seule banque noire, vraiment noire, par ses capitaux, par ses contributeurs et par ses bénéficiaires. Aucune dans le monde entier, au XXIe siècle. Et pourtant, mon combat, je l'ai commencé au XXe siècle. Donc, le troisième point, et je vais m'arrêter là, c'est que j'ai voulu, grâce à la philosophie, influer sur la perception du monde par l'homme africain.
voilà l'homme que je suis cet homme-là, et je ne suis rien d'autre. Ah oui. D'accord, alors belle présentation, hein. Présentation effectivement, finalement, elle n'était pas brève, mais bon, en gros, vous avez donné vraiment les idées que vous défendez, effectivement. Mais c'est et plus que l'on important, retrouve madame, à parce travers que vos livres. être un écrivain, je ne suis pas un écrivain qui écrit des livres parce qu'il veut être écrivain, parce qu'il veut être reconnu, parce qu'il veut être aimé. Ce n'est pas mon objectif. Moi, je suis un écrivain engagé. Ça veut dire en d'autres termes que je ne me bats pour des causes justes. La cause de la femme, pour moi, la femme et l'homme sont égaux. Je suis le fils de sa mère. C'est ma mère qui m'a inculqué toutes les valeurs humaines dont je suis porteur aujourd'hui. Okay. Ben, c'est pour ça que moi, je n'ai jamais considéré que l'homme était supérieur à la femme. Nous allons en parler, M. Kamanda. Nous allons en parler justement dans votre livre. Alors, pour commencer, c'est ça. On n'attrape pas un lézard par la queue. Vous pouvez nous dire quel est le sujet, ou plutôt quel est le fil conducteur de votre livre. On n'attrape pas un lézard par la queue. De quoi oui, parler? Mais le fil conducteur de ces livres est déjà dans le titre même du livre. C'est-à-dire que toute personne qui connaît le lézard, qui a essayé de l'attraper, sait très bien qu'un lézard, quand il attrape par la queue, il peut vous abandonner la queue captive pour sauver sa vie, parce qu'il sait bien qu'une autre queue va repousser. Donc c'est une sorte de morale pour dire aux gens, si vous vous retrouvez dans une situation très difficile, si vous voyez que l'issue risque d'être fatale pour vous, si dans l'immédiat vous n'êtes pas capable de vous protéger votre vie, faites comme les lézards, abandonnez la queue à votre agresseur et vous reviendrez à la charge quand vous serez plus fort que votre agresseur. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est de dire que la plupart des hommes ou des femmes qui sont politiquement engagés se comportent comme des lézards. C'est-à-dire que quand le peuple croit qu'il saisit son coupable, parce qu'il a détourné les fonds publics, parce qu'il a mal géré le pays, parce qu'il a commis des crimes contre l'humanité, etc., etc. Mais dans le monde entier, l'homme politique est un vrai lézard. Parce que quand on croit l'avoir attrapé, il vous abandonne la queue et il s'en va. Et puis il revient plus tard avec un nouveau visage, ou sous de nouveaux faux noms, ou sous de nouveaux partis politiques. Alors, les lézards, nous en connaissons, tout le monde en connaît. Quand on voit la politique mondiale, les hommes politiques que le peuple avait rejetés sont toujours revenus sous différentes formes, avec de nouveaux masques, de nouveaux visages. Voilà. C'est pour dire que la politique étant faite des lézards, faites attention à vous. Si c'est vous les lézards, ben si vous êtes menacés par des méchants, vous leur abandonnez la queue en vous disant je sauve la vous marie, puis plus tard on réglera le compte. Mais si vous avez affaire à des hommes politiques, sachez bien que ce sont des gens qui sont comme des serpents, ça change de peau tout le temps, au fur et à mesure que leurs intérêts changent. Voilà, c'est ça la morale de l'histoire dont n'attrape pas un lézard par la queue. Belle analogie, belle analogie. Alors, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Quand on lit la pièce, hein, vous nous brossez un petit peu le portrait de ce qui se passe en général. Là, on reste dans l'Afrique, hein, parce que ça concerne quand même la politique au niveau africain. Et parlez-nous un peu des personnages. Il y a différents personnages. Moulenda, qui est la femme de Fumu Luyeye. Et Fumu Luyeye, c'est Luyeye, ouais. Fumu Luyeye est l'actuel leader du pays en question, de votre pays imaginaire. Et autour de lui, il y a Ngongo Lutete. Pour moi, c'est les trois personnages principaux. Mais il y en a d'autres. Il y a Kassanda, Kambaï, Mbaya. Alors, parlez-nous un peu des personnages, de vos personnages. Bon. Dans ce livre, j'ai voulu montrer que la République démocratique du Congo est un pays qui est unifié déjà par sa propre culture. Cette culture, elle est multi-traditionnelle, elle est multiculturelle, mais cette multiculturalité se retrouve dans dans cette pièce. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple Mfumu Luyeye, ça vient du Bas-Congo. Le Bas-Congo, c'est là la région proche de l'océan Atlantique. Donc c'est tout le peuple qui habite dans cette région, y compris au Congo-Brazzaville, qui est représenté par Mfumu Luyeye. Donc culturellement, c'est de cette partie-là, vous voyez. Et quand vous allez maintenant parler de Kassanda,
c'est les Kasaï. C'est le Kasaï occidental et le Kasaï oriental. Donc il y a les Kassandras dans les deux. Et maintenant, quand vous allez maintenant parler de Ngongolo Tété c'est les Katanga de Chaba. Donc vous voyez que dans un même livre, vous retrouvez tous les noms congolais, toutes les valeurs culturelles que chacun d'eux est censé représenter à travers le même récit. C'est pour dire que le Congo est indivisible. C'est pour ça que j'ai dit que tous ceux qui aujourd'hui croient qu'ils peuvent diviser le Congo en deux, ils se trompent. Les Rwandais se trompent en jouant au complot de la balkanisation du Congo. Parce que les Rwandais ne vont rien gagner. On a balkanisé le Sud-Soudan. Quel est l'Africain qui a profité de la division du Sud-Soudan en deux parties? Aucun. Toute la population autochtone du Sud-Soudan a été évacuée pour être remplacée par les moyens orientaux. Mais quand est-ce que les Noirs et les Africains vont devenir minimum intelligents? On vous vole des pays avec la complicité de certains d'entre vous. Les rôles que Kagame joue. Comment un individu comme Sarkozy peut décider demain de diviser le Congo en deux et tout le monde dessus? Qui est cet individu? Aujourd'hui, c'est un délinquant, publiquement délinquant, condamné, multicondamné. Récidiviste condamné pour crime, pour délinquance. Et c'est cet individu-là qui a poussé Kagame et les autres à balkaniser le Congo. Mais les Noirs réfléchissent un peu. Comment un individu qui est un criminel, un petit voyou, parce qu'il a fait le titre de président de la France, peut venir chez nous, un grand pays comme le Congo, sur le grand continent qui a créé la première civilisation universelle, qui est d'origine bantou-soudanaise, égyptienne, nubienne, éthiopienne, que ce petit individu-là, aujourd'hui, vient dire, voilà, nous devons couper le Congo en deux pour donner une partie au Rwanda. Mais vous savez, c'est la corruption aussi, et puis, bon, chacun apparemment... La corruption est une excuse que tout le monde évoque. Désolé. Ou la course au pouvoir, non? Dans votre livre, vous parlez de ça, de la course au pouvoir aussi. On voit bien ce qui se passe autour de Fumu Luyeye. Je sais. Mais la corruption ne doit jamais servir d'excuse. Jamais. Je suis aussi un être humain, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche. Mais pourquoi moi je n'ai jamais accepté la corruption? Pourquoi les autres noirs là ne peuvent pas refuser la corruption? Pour l'intérêt de leur peuple, pour l'intérêt de leur dignité. C'est tout. Pour moi, la corruption n'est pas une excuse. Parce que l'ennemi de l'homme noir a compris une chose, c'est que pour le noir là, on lui invente dans des ateliers clandestins des notions ou des vocables. Après, il les épouse comme ça, il est balade. Oui, on a dit corruption chez nous, corruption. Sans même comprendre ce que ça veut dire. Mais ça va même au-delà. Ça va au-delà parce que vous en parlez justement. On a cité tous ces personnages. Fumu Luyeye, qui se croit bien entouré de sa garde, mais son colonel Ngonga Lutete, qui effectivement vide le pouvoir, encouragé par celui que vous appelez le manipulateur. Vous allez nous expliquer après. Vous appelez le manipulateur parce que c'est le manipulateur qui, derrière le rideau, en fait, gère tout. Vous parlez des sectes. En page 8, vous dites ceci. Vous dites, les sectes et les religions d'Occident et d'Orient sont construites pour enfermer les Noirs dans la peur et l'ignorance. Elles sont là pour accaparer les richesses qui leur reviennent et pour en faire des esclaves. Sans la soumission et la naïveté, aucune d'elles ne survivra. La prédation est une chose naturelle pour s'enrichir. Vous parlez de qui alors? Mais tout est dit, madame. Tout est dit. C'est ça. Tout est dit. Je n'ai plus de commentaires. Tout est dit. Prouvez-moi que j'ai tort. Voilà, mais prouvez-moi que ce n'est pas fondé. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui explique justement que on arrive à imposer aux Congolais ou aux Rwandais, voilà, de diviser le pays parce que c'est ça. C'est oui. Ce que vous dites. Alors moi, je reviens maintenant à ma réponse de tout à l'heure. Je vous ai dit pourquoi eux, les Rwandais, les Congolais, acceptent de s'entretuer. Il y a eu des génocides au Rwanda que personne ne conteste. Les mêmes Rwandais sont devenus génocidaires au Congo. Ils ont tué plus de 5 millions de Congolais. Ils ont exterminé toute la population, ou tout, 2 millions de personnes. Kagame les a tués avec son complice, que je ne vais pas nommer ici, ses complices. Mais pourquoi eux, ils acceptent de jouer ces rôles-là, ces jeux-là, quand des autres personnalités africaines comme moi disent non? J'ai dit non. C'est pas on m'a proposé plusieurs fois de rentrer dans mon pays comme président. Mais les conditions qu'on me posait, j'ai été inacceptable. Oui. Monsieur Kamanda. J'avais toujours dit, moi, je deviendrai président de la République démocratique du Congo si les Congolais le voulaient, si les Congolais le souhaitaient. C'est-à-dire que je serai un président intérieur qui viendra avec un projet de société précis,
qui défendrait les intérêts du Congo et de l'Afrique. C'est pas pour mais si vous c'est pour être contredire. une marionnette, c'est pour être une marionnette. Donc j'ai dit non, il y a mieux à faire dans la vie. Ok, alors, tout le monde n'est pas appelé à être si vous président. me permettez, c'est pas pour vous contredire. Pour qu'on se comprenne très bien. Oui. C'est pour dire que si moi qui ne suis pas, si un simple citoyen comme moi, un simple enfant de l'Afrique comme moi refuse la corruption, rejette ce système-là, corrupteur, rejette ces religions-là qui ont fait de l'homme noir leur esclave, pourquoi eux ne pouvaient pas le faire pour sauver l'Afrique, pour la dignité de l'homme noir, pour la dignité de l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Aujourd'hui, l'Africain est toujours maîtrisé, les Noirs est toujours esclavagisé. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce que tous ces gens-là ont gagné? Les Kagame et les autres, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Voilà. Vous voyez, entre eux et moi, madame, entre eux et moi, je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas l'argent qu'ils ont. Mais quand on voyage dans le monde entier, je suis celui vers qui le monde vient. Les gens m'aiment dans le monde. Et eux, personne ne veut le voir. Même moi, je ne vais pas le voir. Vous avez des Noirs qui ont été même présidents chez vous là, quand on le voit passer, nous tous on se met aux abris. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Quand ils sortent de chez eux là, tout le monde les évite. Quand on dit il y a tel président ou ancien président, tout le monde se met aux abris. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné, madame? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Vous savez, le monde, et le pendant monde que ceux qui sont humiliés, pendant qu'ils commencent à se cacher comme des rats, alors qu'ils ont été présidents des soi-disant grands pays, ben, ils doivent poser la question à leurs maîtres, des sectes, des religions, des partis qui les ont mis au pouvoir. Pourquoi maintenant le monde entier m'est eu? Si j'étais quelqu'un de bien, vous m'avez dit que j'étais un type bien, un type important. Mais tout le monde m'évite, tout le monde m'est eu. Pourquoi? Ils doivent poser des questions à leur religion dominante, à leur secte dominante. Vous savez, je crois qu'ils sont même au-dessus de cela. Hein, ça leur importe peu hein, ce que les gens pensent d'eux, parce que c'est un système qui perdure depuis un moment déjà. Alors, ils sont dans leur monde, ils s'en foutent pas mal de ce que les gens pensent d'eux. Monsieur le commandant, si vous me permettez, je voulais vous contredire. Ils s'en fichent pourquoi? Parce qu'ils s'en fichent parce qu'ils n'ont pas honte. Ouais, c'est ça. Un être humilié est un être humilié. C'est ça. Ce sont des gens humiliés. Tout à fait. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Et qui n'a pas honte, il va dire oui, il va faire comme eux, qui oh, je m'en fous. Ils s'en foutent, mais ça veut dire que ce sont des monstres. Quand un être humilié, à cause de ses méfaits, à cause de ses crimes, dit qu'il s'en fout, c'est ce qu'on appelle des monstres. Des monstres, c'est ça. Oui, bien sûr. On va dire voilà. Et même moi, des monstres ne m'intéressent pas. Ces monstres-là ne m'ont jamais intéressé. C'est pour ça que je les ai toujours évités. Okay. Alors, dans le livre, vous parlez du personnage Mulenda, qui est une dame, et elle aussi est apparemment dans la course au pouvoir, comme font les autres. On les voit, ils sont tous, hein, on a parlé de ce personnage, Ngonga Lutete, qui a la confiance de Fumu Yeye, le leader du pays. Et comme quoi, ça donne vraiment une image, c'est souvent ça, quoi, que le danger ne vient pas de loin, il vient forcément autour de votre proche, c'est autour de votre garde rapprochée. Parce que le personnage Ngonga Lutete qui, en fait, vise le pouvoir, parce qu'il a le support de ce que vous appelez le manipulateur. Hein? Il a le support du manipulateur. Donc, il sait qu'il va avoir le pouvoir. Il y a tout derrière, les sectes. En fait, ils construisent des personnages. C'est ce que j'ai pu comprendre dans le livre. Ils construisent des personnages dans le Ngonga Lutete. Hein? Le manipulateur dit aux autres, lors d'une réunion, en disant, on va faire de lui le prochain leader de ce pays. De toutes les façons, et il y a un qui lui fait remarquer, mais non, ça ne va pas passer parce que la constitution, il n'est pas de ce pays. Et ça ne va pas passer. Et lui, il dit, si, on va lui construire une personnalité, on va lui construire une identité, on va lui faire, voilà, il sera de telle région parce que les personnes de cette région sont tous partis de leur pays, ils vivent, ils sont dispatchés à l'étranger, ils n'ont pas d'archives chez eux, voilà, ils n'ont pas d'archives, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur tribu, de leur région, donc ils ne seront même pas à même de prouver que notre candidat n'est pas de la région. Ça, j'ai regardé, je me suis dit, waouh, c'est parlant ça. C'est parlant, comme quoi c'est important, effectivement, de connaître l'histoire des lignées, des tribus africaines, de là où on vient. Parce que si le manipulateur décide de mettre quelqu'un à la tête d'un pays, juste parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'archives en Afrique, en gros, il n'y a pas d'archives. Donc, on ne peut pas prouver que la personne n'est pas du pays ou de la région. C'est ça, hein?
Vous avez bien démontré ça, madame. Dans tous les pays africains, il n'y a pas d'archives. Il n'y a rien. Mais qui empêche les Africains de constituer leurs archives, d'écrire leur propre mémoire? Personne. Voilà. Et vous avez dit qu'on met au pouvoir des gens qui ne sont pas du pays, des imposteurs qui viennent d'ailleurs avec des faux noms. Mais regardez toute l'Afrique francophone. C'est rempli de ces gens-là. C'est pour ça que l'Afrique francophone ne s'en sort pas. Pourquoi est-ce que je vous ai dit, rappelez-vous, je vous ai parlé de la France-Afrique. Mais la France-Afrique, c'est quoi? C'est ça la France-Afrique. C'est-à-dire qu'on a été, on met en place au pouvoir en Afrique des gens qui n'ont rien à voir avec le pays, ni le peuple, ni les intérêts du pays concerné. C'est ça la France-Afrique. Mais qui est parti de l'idée du panafricanisme. Où on disait, voilà, les Noirs d'Amérique devraient aller aider l'Afrique à se développer, les Africains et les Noirs américains devraient créer des liens économiques, des liens culturels, des liens politiques entre eux pour aller de l'avant ensemble. L'idée était bonne en soi. L'idée en soi, elle était bonne. Mais on l'a pervertie. Alors, puisqu'on l'a pervertie, pourquoi les Africains n'acceptent pas ceux qui se disent panafricanistes ou panafricains, comme ils veulent, ne se réunissent pas et puis voilà, l'idée a été pervertie par la France-Afrique. Alors, comment redéfinir le panafricanisme pour impliquer tout le monde, que l'on soit africain, antillais, mais on a le même combat parce que ce sont nos intérêts qui sont menacés. Ce sont nos enfants qui sont menacés. Ce sont nos générations futures qui sont menacées d'esclavage. Mais jusqu'à présent, je n'en ai pas vu des masses. C'est pour ça que ce que vous dénoncez est vrai. Dans tous nos pays, on a des gens qui sont là. Hein. Même aujourd'hui, on ne se gêne même plus. Il y a plein d'Européens qui ne se gênent plus pour se présenter, pour mettre le désordre chez nous. Je vais vous donner un exemple. Regardez, la République démocratique du Congo, il y a eu un homme qui a eu le courage, qui s'appelle Noël Tchani, de dire voilà, au lieu que nous soyons toujours ceux qui subissent, la République démocratique du Congo doit voter une loi sur la nationalité. Tout Congolais qui est né au Congo, qu'il prenne une autre nationalité, on s'en fout, il est Congolais. Et ce Congolais-là peut se présenter aux élections présidentielles. Mais pourquoi Tshisekedi ne fait pas voter cette loi-là? Voilà. Et ça va lui retomber. Hein. Je vous dis, madame, vous voyez ce que je vous dis là? Tshisekedi n'a pas voulu. Pourtant, c'est cette loi-là que tous les intellectuels congolais dans le monde attendaient. Pour rentrer aider leur peuple. Pour rentrer sauver le Congo. Pour rentrer bâtir le Congo. Tout le monde ne veut pas être président de la République. Tout le monde ne veut pas être politicien. Mais tous ces gens ont un grand savoir. Là où vous êtes à New York, combien de professeurs congolais il y a dans vos universités? Il y en a beaucoup, moi je les ai rencontrés. J'en ai trouvé dans tous les États-Unis, dans tous les Canada, même au Brésil. J'ai été accueilli en pleine Amazonie par des professeurs congolais. Très brillants avec des grands doctorats. Mais pour survivre dans ces pays-là, ils étaient obligés de prendre la nationalité de ces pays-là. Et c'est M. Noël Tchani a eu le courage de dire non, il est temps de faire voter la loi qui permet à tout Congolais et Congolais de rentrer dans son pays, servir son pays, même s'il a la nationalité américaine, la nationalité canadienne, la nationalité belge, on s'en fout. Il est de notre pays, il doit rentrer au pays, servir le pays. Et pendant tout cela, donc, rien ne se fait. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un petit voyou, que je ne vais pas nommer ici, hein, qui aurait financé celui qui est au pouvoir maintenant, et qui les menace que si tu fais passer la loi là, moi je te fais renverser. Mais qui est-il? Il n'est pas congolais, c'est Darko-là. Et c'est pas lui un peuple. Comment peut-on sacrifier tout un peuple pour les intérêts d'un petit individu? Et ça, le président actuel, s'il ne fait pas attention, il en répondra devant l'histoire. Hein. On ne sacrifie pas tout ça. Parce que s'il avait fait voter cette loi-là, toute l'élite intellectuelle congolaise serait rentrée au pays. Aujourd'hui, on ne serait même pas en guerre avec les Rwandais. On se serait entendu, on aurait débattu, on aurait trouvé des solutions intelligentes pour vivre ensemble, sans se faire la guerre, et s'enrichir et se développer ensemble. Mais comme il a préféré les étrangers qui l'entourent, tous les étrangers qui l'entourent, qui ne sont pas congolais, et à qui on a donné des faux noms congolais, pour embrouiller les Congolais, et faire croire que c'est tous des Kassaïens. Il n'y a pas de Kassaïens autour de ces messieurs-là. Vous comprenez? Et c'est la France-Afrique pleine. Bon, voilà, revenons à la littérature. Oui, vous avez compris qu'on est là pour parler littérature, pas de politique. Donc, c'est pour vous dire simplement que le livre, il est plus ou moins. Nous sommes responsables de nos actes. Je vous ai parlé de cette histoire de nationalité, que la loi sur la nationalité, ça ne coûte rien. Or, ces messieurs-là proposé cette loi-là pour sauver le Congo, pour protéger les intérêts du Congo. Et c'est celui qui est à la tête, entouré des étrangers qui bloquent. Résultat, le Congo s'enfonce de plus en plus.
Vous n'allez pas me dire que c'est un blanc qui est derrière, hein? Désolé, hein? Désolé. Voilà, c'est ça, quand vous me parlez du pouvoir africain, voilà, vous avez les modèles, voilà. Personne n'a empêché, c'est un Congolais, hein? Soit disant Congolais qui ne veut pas qu'on sauve le Congo en faisant rentrer au Congo toutes les dites intellectuelles congolaises. Ouais. Écoutez, il y a du travail à faire, hein. C'est ça les tristes réalités africaines, malheureusement. Il y a du travail à faire. Bon, là encore, vous parlez des personnes noires à qui on donne de fausses identités, mais vous savez, au Gabon, il y a un ministre anglais blanc qui est ministre. Hein. Je dis bien, regardez le pléonasme que je fais. Il y a un blanc anglais qui est ministre au Gabon. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Je vois. Et vous me direz qu'il n'y a pas de Gabonais valables et compétents dans le monde. Ministre des eaux et forêts, quelque chose comme ça. Un anglais blanc, ministre des eaux et forêts au Gabon. Donc c'est pour vous dire. Hein. Bientôt, on verra un président blanc aussi, pendant qu'on y est en Afrique. Hein. Il y a du travail à faire. Alors, non, mais pour moi, ce n'est pas question d'être blanc ou noir. Moi, je m'en fous. Un blanc peut devenir président d'Afrique s'il est né en Afrique, s'il a des relations légitimes avec un pays. Hein? On est de là où on est né. Moi, je ne suis pas pour la discrimination des gens. Normalement, c'est ce que disent les constitutions. Mais le problème, il est où? C'est que ces gens, malheureusement, les étrangers à qui on donne des responsabilités, ils n'ont aucun lien, ni familial, ni affectif avec le pays. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont injectés dans le système. Voilà ce que moi je condamne. Ce sont des gens qu'on met dans un système pour détruire le pays. Alors, mais quelqu'un qui est né dans un pays, qu'il soit blanc ou noir, qui partage les valeurs de ce peuple, d'un peuple, qui défend les intérêts du même peuple, parce qu'il considère que ce peuple est le mien, et rien ne peut interdire à ce qu'il accède à des postes de responsabilité. Tant que la Constitution le stipule, effectivement, rien n'interdit. Oui, voilà. Effectivement. Alors, il y a l'autre personnage, Moulenda, qui est une dame. Elle joue un rôle, elle aussi, dans toute cette petite mafia, et voilà. Ils sont tous derrière, ils veulent accéder au pouvoir, c'est des coups bas derrière. La façon dont elle est décrite, je voulais quand même vous demander votre avis, parce que on en parle, on s'est dit, ah là là, peut-être que le jour où il y aura une femme à la tête d'un État, à la tête des États africains, où il y aura des femmes, le jour où il y aura des femmes à la tête des États africains, ça ira peut-être mieux, il y aura un changement, et que l'Afrique pourra enfin se lever, se réveiller, je ne sais pas comment dire, émerger. Mais le personnage Moulenda dans le livre, ce n'est pas l'exemple qu'elle donne. Alors je voulais vous demander votre avis. Pourquoi avoir choisi ce personnage et le rôle que vous lui donnez? En créant ce personnage, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, hein? Ne représente-t-elle pas une image négative là dans le livre? Ou alors quel est votre avis avoir une femme à la tête d'un État africain? Pour moi, homme ou femme, l'homme ou la femme, quelqu'un qui est avide, il est avide. Quelqu'un qui est vénal, il est vénal. C'est son cas. C'est pas parce que ce n'est pas le sexe qui fait que quelqu'un devienne vénal ou stupide ou tout simplement incompétent. Donc, pour moi, homme ou femme, ça ne change rien. On a des hommes et des femmes compétents, des hommes et des femmes médiocres. Mais, par Moulenda, qu'est-ce que j'ai voulu illustrer? J'ai voulu illustrer le fait que la plupart de ceux qui veulent le pouvoir à tout prix ne se posent jamais la question de leurs compétences. Parce que tout pouvoir politique implique des institutions. Combien des Africains connaissent les institutions de leur pays avant d'aspirer au pouvoir? Zéro. Combien d'Africains connaissent les attributs des postes ministériels qu'ils veulent occuper? Zéro. Voilà. Les malheurs de l'Afrique viennent de ça. C'est-à-dire que les gens veulent le pouvoir pour le pouvoir, sans se poser des questions de compétences, sans se poser des questions s'ils comprennent quelque chose aux institutions alliées à leur fonctionnement. Et surtout, ce sont souvent des gens à qui manquent les qualités intellectuelles et morales pour pouvoir devenir le symbole d'un État. Parce que c'est très important ça. Parce qu'il faut que celui qui est à la tête d'un État puisse être l'image d'un peuple. Et si celui-là ou celle-là ne reflète aucune qualité intellectuelle ni morale pour pouvoir devenir le symbole pour tous, comment voulez-vous que ça marche? Ouais, c'est triste. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de compétence, c'est une question qu'il faudrait que tous ceux qui veulent accéder au statut du pouvoir en aient des compétences et la connaissance.
Fort malheureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que c'est à nous maintenant de faire des révolutions pour commencer à imposer des gouvernements dignes de nous. C'est-à-dire qui soient compétents, qui soient responsables, qui comprennent les enjeux, qui défendent nos intérêts et qui sachent quels sont les attributs de leur pouvoir. Vous êtes président, connaissez-vous tous les mécanismes de votre État? Oui, par exemple, quand on parle du rôle régalien des chefs de l'État, regardez au Congo, dans mon pays, on fait appel à des armées étrangères. Alors où est le rôle régalien de l'État congolais? Où est le rôle régalien de l'État congolais? Y a-t-il un ministre de défense dans ces pays-là? Quel est son rôle régalien? C'est général à toute l'Afrique, ça. Ben voilà. Après, le Mali qui vient de s'en débarrasser, mais bon. Mais oui, mais madame, c'est pour vous dire que quand on ne fait pas rentrer dans son pays des gens qui ont fait de brillantes études, qui comprennent, qui connaissent les institutions, qui ont participé dans le monde entier à travailler pour les institutions, pour pouvoir nous aider à mieux comprendre tous ces phénomènes-là, pour savoir comment utiliser nos institutions, mais on ne peut échouer. Et quand on échoue avec tout un peuple. Et quand on échoue avec un peuple, ce n'est pas un échec. Ça s'appelle tragédie humanitaire. Ça s'appelle des milliers ou des millions de morts. Ces gens-là, ces messieurs-là, peuvent vous balayer du revers de la main en disant qu'ils s'en foutent que leur pays aille mal, parce qu'ils boivent du champagne, ils mangent du caviar. Ils peuvent vous balayer de la main que leur pays aille mal, que le peuple meurt de faim, meurt de maladies, meurt de génocide, et ils n'en ont rien à faire. Madame, l'histoire humaine a toujours une conscience. Et cette conscience de l'histoire humaine, tôt ou tard, va les rattraper. Ouais. Alors, je vais donner une petite réponse que j'ai trouvée dans le livre aussi qui explique, parce que vous dites, bon, c'est des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles, qui ne pensent pas au peuple, mais quelque part aussi, je vais lire ce petit passage qui, quand même, alerte. J'ai percuté dessus en me disant, oui, c'est quand même une des raisons, effectivement, on comprend pourquoi les personnes sont aussi détachées de leur peuple et ne servent que d'autres intérêts et pas l'intérêt du pays. On a parlé tout à l'heure des personnes que vous appelez le manipulateur. Les personnes qui liront le livre, on n'a pas besoin de tout dire. Les personnes, lisez le livre, vous verrez qui Monsieur Kamanda appelle le manipulateur. Alors, le manipulateur dit, en pleine réunion, dans leur réunion secrète, il dit qu'ils vont mettre ce personnage, Gonga Lutete, à la tête du pays. Et un dans le groupe lui demande, mais pourquoi un inconnu? Pourquoi lui? On le fera président. C'est absolument sûr. Ce sera d'une facilité déconcertante. Le peuple ne s'en apercevra même pas. Un des membres dit, mais pourquoi un inconnu? Il répond, pourquoi pas? Pour sûr, il sera tenu par le secret. C'est que l'inconnu qu'ils vont mettre au pouvoir sera tenu par le secret. La révélation éventuelle de ses origines deviendra son point faible. Vous voyez? On prend un étranger, on le met à la tête d'un État africain, et voilà, même s'il n'est pas, il se tait. On s'étonne qu'il ne serve pas le peuple, mais parce qu'on le tient. C'est bien écrit là. La révélation éventuelle de ses origines deviendra son point faible. De cette manière, il sera à notre obligé. Nous en ferons notre esclave. À travers lui, nous dirigerons le pays. Nous aurons le contrôle sur les finances publiques et nous influencerons toutes les décisions commerciales. C'est ça en gros en fait. C'est pour ça qu'on se demande dans certains États, voilà, dans certains pays africains, comment ça se fait que la personne n'est pas patriote, ne pense pas à son peuple et tout, mais c'est ça la politique du manipulateur, comme vous le dites. Il peut faire aller chercher quelqu'un qui n'est pas du pays parce que la personne va plutôt servir leurs intérêts plutôt que servir son peuple. Mais c'est ce qui s'est passé dans toute l'Afrique, dans votre pays comme dans le mien. Tout l'argent de nos pays sont allés dans des sectes privés à Paris. Comment peut-on être président et envoyer des contrats miniers à des inconnus, des individus, et puis en hypothéquant l'avenir de votre propre pays? Un homme intelligent, un homme cultivé ferait ça? Un homme responsable ferait ça? Non. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est à nous maintenant à devenir exigeants avec nous-mêmes et avec ceux qui nous permettent. Je vous ai dit, la corruption n'est pas une fatalité. Tant qu'on peut la refuser, tant qu'on peut la combattre, pour moi, la corruption ne peut rien expliquer. C'est une compétence et l'avidité des politiques africains qui expliquent
explique les tragédies africaines. Écoutez. Et comme je vous l'ai dit, vous l'avez très bien dit. Je vous ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui parlent beaucoup, ils attaquent certains pays français, autres, des pays européens. Moi, je dis non, le mal n'est pas là. Commençons par mettre en place un lobby à nous pour défendre nos intérêts et nous changerons la situation. Oui, c'est vraiment Commençons par mettre en place nos propres capitaux, nos réserves financières pour financer tous les Congolais, tous les Africains qui sont méritants. Financer. Connaissez-vous un seul Africain qui a déjà financé un peintre, un écrivain, un architecte africain, vous, pour réaliser son œuvre jusqu'au bout, comme l'ont fait tous les peuples du monde? Citez-moi un seul Africain. Zéro. Mais quand on va vous demander le nombre d'Africains qui ont dilapidé l'argent de leur pays, qui ont amené les fortunes de leur pays, les richesses de leur pays, dans les banques étrangères, où elles ont été volées par des mafias étrangères, mais vous avez presque toute l'élite politique africaine est là-dedans. Vous avez tout le monde dedans. Écoutez, c'est vraiment un beau message. Le livre est très intéressant, mesdames et messieurs. Vraiment, lisez-le. Ça nous donne effectivement... c'est même pas un aperçu, hein, ça, parce que ça va bien au-delà de l'aperçu. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur certains points et ça donne aussi certaines réponses à des comportements, hein, voilà, que l'on voit tout le monde se demande toujours pourquoi les Africains ne s'en sortent pas. Oui. Tous Les ceux pays qui veulent sont savoir pourquoi hypothéqués. les Africains ne doivent lire ces livres-là. Les pays sont contrôlés, c'est ça. Exactement. Ils doivent lire ces livres-là pour comprendre pourquoi l'Afrique ne va pas. Pour comprendre, oui, c'est ça. Et puis la fin du récit, ben, tout simplement réaliste. Je me suis dit, c'est vraiment ce qui se passe. C'est ce dont on parle. La fin du récit est vraiment, vraiment réaliste. Maintenant, alors, au vu de ça, est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent, aux Africains particulièrement, aux jeunes Africains particulièrement, je dirais? Qu'est-ce que vous leur dites? Déjà de lire ce livre et qu'est-ce que vous proposez? Je demanderai à chaque Africain de lire ce livre pour comprendre son problème, ses difficultés et comment s'en sortir de un. Et je conseillerais aux Africains de commencer à mettre en place leur propre réseau de pouvoir, leur propre réseau de connaissances, leur propre réseau d'éducation à travers des manuels scolaires en Afrique. Il n'est pas normal que jusqu'aujourd'hui, les manuels scolaires en Afrique soient rédigés par les étrangers qui ne sont pas africains. Il est important maintenant à tous les Noirs du monde de comprendre que s'il n'y a pas un Universal Black Lobby, donc un lobby noir universel, ils ne s'en sortiront jamais. C'est la clé pour sortir de l'esclavage des Noirs. S'ils n'ont pas des capitaux propres constitués par des Noirs qui sont riches, à travers des banques d'investissement des Noirs, pour prêter l'argent aux Noirs du monde qui veulent investir, qui veulent réussir, qui veulent se promouvoir, nous ne sortirons jamais les Noirs de l'esclavage. Nous avons des Noirs qui sont très riches. Nous en avons beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Europe, beaucoup en Afrique. S'ils m'écoutent, qu'ils laissent dehors tous les préjugés, qu'ils laissent dehors toutes les manipulations, que pour une fois ils se montrent vraiment africains, qu'ils investissent dans la jeunesse, qu'ils donnent des moyens à ceux qui veulent faire des grandes études, qu'ils donnent des moyens à leurs écrivains pour qu'ils étudient l'histoire de l'Afrique selon eux, et qu'ils donnent des moyens, surtout des moyens, de sauver l'Afrique de ses prédateurs. Voilà mon seul message. Très bon je vous remercie beaucoup, madame. Ben, je vous en prie, très bon message. Nous n'allons pas terminer parce qu'il y a un terme que je sais que nous avons eu une petite discussion là-dessus. Vous passez ce message, effectivement. Il faut que ça rentre beaucoup dans les oreilles de ce que moi je dirais, comme j'ai dit, la diaspora africaine. Mais vous n'aimez pas le mot diaspora. Alors expliquez-nous qu'est-ce que vous avez contre le mot? Que vous invoque le mot diaspora? Il ne faut pas le dire. Je suis contre le mot diaspora, comme je vous ai dit, comme contre le mot France-Afrique. Comme contre le mot panafricanisme, qui est devenu, en fait, la France-Afrique. C'est la même chose avec le mot diaspora. Parce que ce sont des termes qu'on crée dans certains ateliers philosophiques européens, où les gens se réunissent pour dire, mais comment nous pouvons distraire les Africains et leur piller ce qu'ils possèdent sur leur sol? On a lancé l'idée que oui, la femme africaine était plus travailleuse que l'homme. Mon Dieu, mais vous avez vu ce que j'ai produit comme une œuvre? Trouvez-moi une femme africaine qui a écrit autant que moi, et aussi bien. Mais dire que la femme africaine était meilleure que nous, ça veut dire que moi, je devrais me mettre en dessous comme écrivain. Ça ne peut pas. Nous avons des femmes valables, compétentes, dans tous les domaines. Mais on ne doit pas faire une frontière entre l'homme et la femme. Or,
Alors, cela a été concocté aussi dans les mêmes réseaux, dans les mêmes ateliers. Il faut inférioriser l'homme noir par rapport à sa femme. Comme ça, on pourra facilement les manipuler. Alors, nous ne devons pas marcher à ça. Il ne faut pas croire en ça. La même chose qu'on nous a créé, le concept de diaspora. Ça veut dire quoi, diaspora? Nous avons des Européens sur tous les continents, dans tous les pays du monde. Avez-vous déjà entendu parler d'une diaspora européenne? Nous avons, mais voilà. Alors pourquoi la diaspora noire est exclusivement africaine? C'est une façon de distraire les Africains, de les discriminer et surtout de les exclure de responsabilités dans leur propre pays d'origine. Voilà le but du mot diaspora. Ça a été concocté dans les ateliers franco-belges pour dire comment créer encore les troubles chez les Africains, comment diviser encore les Africains, comment diviser les... Alors, c'est pour ça que le mot, pour moi, quand je vois un Africain, politicien ou intellectuel qui parle d'un diaspora africaine, je dis ça, c'est un imbécile. Quel que soit les titres, il peut avoir tous les diplômes qu'il veut. Moi, quand je vois un Africain qui dit ça, qu'il soit président, ministre, professeur d'université, je vais dire, voilà encore un imbécile, il n'a rien compris. Il aurait dû se poser la question de savoir pourquoi il n'y a que nous, Africains, qu'on diasporise, alors que le blanc est partout. L'Européen, il est partout. Mais on ne parle jamais de diaspora européenne. Mais c'est pour dire que ce sont des concepts qui sont inventés dans... Madame, moi je vous parle parce que tu connais ces ateliers-là, qui se réunissent tous les lundis pour voir comment créer la division chez les Noirs. Comment diviser l'homme noir, comment séparer l'homme noir de la femme noire. Ah, tous les lundis. Okay. Voilà, vous avez compris. Donc, vous comprenez? Et chaque fois qu'ils inventent quelque chose, les Africains tombent dedans. Ils tombent dedans. On leur parle, vous savez, la diaspora ne peut plus participer aux élections dans leur pays d'origine. La diaspora ne peut plus participer au développement économique de leur pays. Ah, tout le monde applaudit. On a exclu la diaspora, tout le monde est content. Mais non, quelle diaspora? Pourquoi les mêmes qui vous disent qu'il y a la diaspora africaine, eux, ils sont dans vos pays. Ils pillent vos pays. Et quand vous voulez faire venir vos compatriotes les plus compétents, ils vous disent, ah, eux, c'est la diaspora. Mais, madame, sommes-nous toujours des imbéciles, les imbéciles des autres? Écoutez, moi la première, hein, voilà. je vais buter à chaque fois, maintenant que j'ai envie de dire diaspora, je penserai à vous en disant, bon, il ne faut pas que je dise diaspora. Mais regardez, on va trouver un autre terme. Hein, là, chez vous à New York, il y a plein de Français, non? Ben voilà, mais vous avez déjà entendu parler de diaspora française en Amérique? Jamais. Non. Ou de la diaspora belge en Amérique? Jamais. Ou de la diaspora suisse en Amérique? Jamais. Ou de la diaspora anglaise en Amérique? Jamais. Alors, pour me dire qu'il s'agit d'Africains, de Noirs, diaspora. Et on voit même les politiciens africains qui tournent autour du monde, oui, celui-là, il a de la diaspora. Mais ils ont bien compris. S'il vous plaît, devenez un peu de gens sérieux. Devenons sérieux et on nous respectera. Ouais. Voilà pourquoi je suis contre les mots diaspora, parce que ce sont des termes qu'on nous lance, comme on disait, c'est comme à un moment donné, oui, il faut miser sur la jeunesse, il faut miser sur la jeunesse. Mais qui dirige le monde aujourd'hui? C'est toutes des personnes âgées qui ont de l'expérience. Maintenant, quand on parle de l'Afrique, on dit, oui, la jeunesse, il faut miser sur la jeunesse. Mais écoutez, quand on voit aujourd'hui dans le monde entier, ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui sont sages. Parce qu'on a essayé des jeunes, non? On a vu que les jeunes nous ont emmenés partout dans des guerres. Partout, les jeunes ont détruit les économies. Partout, les jeunes au pouvoir, ils se sont contentés d'avoir des maîtresses partout. Chaque maîtresse, il fallait lui offrir des voitures de luxe, des maisons de luxe. Tout l'argent du peuple passait dans leur maîtresse. Alors, les jeunes, si c'est ça vos jeunes, continuez. Continuez. Mais voilà. Mais moi, je dis, ce n'est pas une affaire de jeunes ou de moins jeunes. C'est question de compétence ou d'incompétence. Comme question des gens responsables ou des gens irresponsables, dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Donc, moi, dire que l'Afrique, pour se développer, il faut qu'on privilégie la femme contre l'homme, qu'on privilégie la jeunesse contre la vieillesse, j'ai dit, ce sont des faux débats. Des faux débats, on a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les expériences. Des jeunes comme des vieux, hein, des femmes comme des hommes. Voilà, ça c'est mon discours à moi. Soyons unis, soyons prévoyants, nous gagnerons tous ensemble. Bon message. Bon, pour terminer quand même, je donne la définition, je viens de la sortir du mot diaspora sur Google. Dispersion d'une communauté, d'une ethnie à travers le monde. Bon. Oui, mais il y a les Africains. Oui, comme
Oui, je comprends. Il y a que les Africains qu'on appelle de la diaspora. Et là, maintenant, là aussi, Google, il nous emballe dans une bulle de mensonges, des manipulations. Et effectivement, ça, Google est bien écrit par les personnes. Oui, c'est ça. Vous comprenez? C'est toujours leur pratique comme ça. Google travaille pour eux. Bien sûr. Google ne travaille pas pour les peuples africains. Sinon, Google aurait dénoncé tous les crimes qui se commettent en Afrique jour après jour. Mais vous ne verrez jamais les crimes africains sur Google. Jamais. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que le temps passe, Monsieur Kamasior Kamanda. Monsieur Kamanda, vraiment merci. Merci pour toutes ces réponses, toutes ces réflexions. Le livre est très intéressant, mesdames et messieurs. On n'attrape pas un lézard par la queue de Monsieur Kamasior Kamanda. Alors, Monsieur Kamanda, au début de l'interview, nous a expliqué ce que fait le lézard. Il nous a expliqué le titre. Voilà, pourquoi ce titre. Donc, le lézard laisse sa queue, c'est ça. Quand il se sent en danger, il laisse sa queue, il s'en va. Vraiment, lisez-le. C'est un livre très intéressant qui nous ouvre les yeux vraiment sur une situation... je ne dirais pas dramatique, mais c'est presque ça. Ça nous ouvre les yeux sur la situation dans laquelle se trouve l'Afrique actuellement. Pourquoi l'Afrique ne change pas? Pourquoi l'Afrique n'émerge pas? On a l'impression que ça va de pire en pire. C'est ça, on a vraiment l'impression. Et vous avez écouté pendant l'interview, il donne quand même des solutions. Il donne, ce qui peut se faire. Voilà. Il donne son avis, il donne effectivement des préconisations sur ce qui peut se faire pour sortir l'Afrique du marasme politique, économique, social, financier, voilà, du marasme dans lequel l'Afrique se trouve. Lisez ce livre, très instructif, très instructif. Et puis, on a écouté M. Kamanda, c'est vrai qu'il nous édifie sur beaucoup de choses, Moi, j'en apprends, vraiment merci à vous, Monsieur Kamanda, j'en apprends. Moi, c'est moi qui vous remercie et qui remercie toute votre équipe. Et je suis très fier de vous, de ce que vous faites. Merci. Parce que vous donnez la parole aux gens qui sont exclus de ce qu'on appelle communément les médias mainstream. Et je vous en remercie beaucoup. Oui, mais bon, eux, ils sont spéciaux. On va encore dire, eux, vous voyez, c'est eux qui inventent les mots diaspora, c'est eux qui inventent les France Afrique. C'est pas nous, à notre niveau, on fait ce qu'on peut. Mais je vous en remercie. Je suis très heureux de ce que vous faites. Je suis fier de vous. Merci. Soyez fiers de vous. Vous faites du bon travail. Merci à vous. Parce que ce que vous dites là, vous êtes une Africaine debout, une Africaine qui se bat pour l'Afrique. On s'en fout de votre âge. Vous êtes une femme qui se bat pour ses idées, qui croit en des valeurs justes. C'est ça. C'est pas question d'être un homme ou une femme, d'être vieux ou jeune. Non. C'est apprendre à être digne, apprendre à être responsable, à se battre pour ses intérêts et les intérêts des siens, à avoir confiance en soi et en son devenir. Et vous êtes ce personnage africain dont on voudrait que ce soit un plus grand nombre. Et s'il y en avait beaucoup comme vous qui prenaient conscience de leurs responsabilités comme vous et qui les assumaient comme vous, on changerait le visage de l'Afrique. Merci. On ne passerait pas notre temps à nous plaindre ou à chercher des responsables ailleurs. Non. Non, c'est ça en fait, c'est ce qu'on dit, il faut qu'on sorte un peu de la victimisation et qu'on agisse, parce que ça ne sert à rien de nous lamenter tout le temps, tel nous a fait tel, nous-mêmes il faut qu'on se défende, c'est ça, la même chose on dit la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, de la même façon cette émission Parlons de livres, c'est déjà l'amour des livres, voilà, partager nos idées, comme on dit Parlons de livres, c'est aussi exprimer sa liberté de penser. C'est ça. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'invite une diversité d'écrivains, voilà, qui viennent nous informer de tout, tous les sujets. Oui. Ça, il faut continuer, madame, il faut continuer, et puis je vous encourage à continuer. Merci. Je vous remercie pour ce qui me concerne, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à votre équipe et alors, bon week-end.